et comment on peut essayer de jouer dessus pour diminuer le risque pour diminuer l'incidence de ces autres cancers. La thématique d'aujourd'hui, qui est donc un webinaire qui a été mis en place assez rapidement là au mois d'août, il nous semblait que c'était le bon moment pour en parler, est un webinaire au sujet de l'appel à projet PRTK, donc des appels à projets transactionnels en cancérologie. Et l'idée était justement, avec les collègues de l'INCa, Madame Lericouz et Monsieur Vallot, de présenter ces PRTK, de présenter cet appel à projet pour voir quel est le champ de ces appels à projets, qu'est-ce qu'ils financent, quels sont les projets qui peuvent rentrer dedans, comment construire au mieux nos appels à projets euh, pour augmenter bien sûr les chances de l'obtenir, mais aussi pour pouvoir bien construire les autres appels à projets, parce qu'une fois qu'on l'a construit pour le PRTK, on peut le réutiliser pour d'autres appels à projets, et donc de voir un petit peu l'envers du décor, de voir comment ils sont évalués, aussi quels sont les critères, et dans l'autre sens, comment aussi ne pas perdre de temps, c'est-à-dire si beaucoup d'entre vous, je présume, sont en construction de le PRTK à rendre dans 5 semaines, je crois. Euh, Peut-être de voir justement s'ils sont peut-être pas encore assez matures, s'il faut encore faire un peu plus de preuve de concept par rapport à ce qui est demandé. Ceux qui connaissent ces appels à projets connaissent aussi les PHRC, PHSCK, qui sont un équivalent clinique qu'on n'a pas réussi à organiser là aussi rapidement, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes choses. Donc, on va organiser ça dans les prochaines semaines. D'ici la fin de l'année, je pense, on va organiser le même genre de webinaire sur les PHRCK. Et donc, vous pourrez vous reconnecter ou transférer à vos amis cliniciens. Sur ce, je passe la parole à nos intervenants et je les remercie encore une fois d'avoir accepté avec autant d'enthousiasme en plus, en plein cœur de l'été, de vous faire cette présentation. Merci. Madame Mericous, peut-être en premier. Oh, c'est très gentil. Donc, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, je suis responsable du département biologie, transfert et innovation à l'Institut national du cancer. Et donc, je vais laisser Antoine se présenter et faire la présentation, mais je suis tout à fait à votre disposition si vous avez des questions. Merci Sophie. Déjà, merci à tous pour votre participation. Je vois qu'on est plutôt nombreux malgré l'heure. Et merci à la SFC pour son invitation à présenter le programme de recherche transactionnelle en cancérologie. Donc, je suis Antoine Vallot, en charge du programme de recherche transactionnelle, donc du PRTK, au niveau de l'INCa. Cette présentation sera suivie d'un moment d'échange, alors à peu près d'ici 20 minutes, une demi-heure. Il sera suivi d'un moment d'échange pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions à moi et Sophie, liées au PRTK ou à d'autres thématiques connexes. Je vous interromps une seconde, effectivement, parce que j'ai oublié de le dire. Exactement ça. Si vous voulez déjà poser en amont vos questions sur le chat, on reprendra les questions du chat au moment de la discussion. Idéalement, on fait les discussions effectivement à la fin, les questions-réponses. Vous pourrez même prendre la parole et ouvrir le micro si vous voulez. Donc, en fonction de votre timidité, soit le chat, soit le micro tout à l'heure. Voilà, les diapos passent. Donc, je suppose que la plupart des personnes connaissent l'INCa, mais je rappelle ici quelques éléments clés. Donc, l'INCa, c'est l'Institut national du cancer, qui est donc l'agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie et qui est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer au niveau national. Et donc, pour mener à bien ces missions, l'INCa participe au financement des actions de recherche en cancérologie afin de faire émerger l'innovation scientifique, technologique ou organisationnelle en cancérologie. Donc, à titre informatif, à peu près la moitié des financements sont alloués à des programmes de recherche dits libres, c'est-à-dire que la thématique est à l'origine, enfin, elle est déterminée par le porteur de projet. Donc ça, c'est pour 50% à peu près des financements. Et pour les autres, eh bien, soit c'est de la recherche thématisée, soit c'est du soutien à la structuration de l'écosystème recherche, pour un budget qui avoisine à peu près 80 millions d'euros par an en moyenne. Donc, parmi les grands programmes de recherche libre qui sont portés par l'INCa, vous en connaissez certainement au moins un. De l'appel à projet le plus fondamental, le PLBio, à l'appel à projet le plus clinique, le PHRCK.
et entre les deux, le PRTK. Donc, le PL Bio a pour objectif voilà, de soutenir plutôt des projets de recherche fondamentaux qui visent vraiment à mieux comprendre la biologie du cancer. Sont exclus du PL Bio, mais comme les autres appels à projets, les projets en SHS notamment. Donc là, il s'agit uniquement des projets de recherche biomédicale. Pour le PHRCK, c'est un appel à projet qui, pour lui, a vraiment l'objectif de financer la recherche clinique, la recherche hospitalière. Et pour le coup, l'objectif de ces projets, c'est vraiment de modifier directement la prise en charge des patients. Et donc, à l'interface entre ces deux programmes, il y a le PRTK, qui lui, vraiment, a pour objectif de transformer des connaissances fondamentales en produits de santé ou outils de diagnostic, comme voilà. Donc, ouais, dans une première partie, voilà, je vais vous présenter globalement les chiffres qui sont issus du programme. Donc, la première chose à noter, c'est que, étant donné qu'on est sur des appels à projets, enfin des projets qui sont à l'interface entre l'hôpital et la paillasse, c'est un appel à projet qui est cofinancé, d'une part par le ministère de la Santé à travers la PGOS, sa part finance les équipes hospitalières, et l'Institut national du cancer qui finance les équipes de recherche. Et l'objectif de cet appel à projet, c'est de favoriser les synergies entre chercheurs et cliniciens, et donc de soutenir des recherches qui se situent à l'interface entre la recherche clinique et la recherche fondamentale. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres clés sur les 10 dernières années, 11 dernières années pour être précis, avec d'une part le nombre de LI, donc de lettres d'intention qui sont évaluées, le nombre de projets sélectionnés, financement global et taux de sélection. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en moyenne, on reçoit à peu près une centaine de lettres d'intention tous les ans, et qu'en moyenne, on a voilà, 16 projets financés par an, pour un financement global, enfin pour un financement moyen d'à peu près 8 millions d'euros par année, et un taux de sélection qui peut-être vous surprendra, mais qui est très faible, puisqu'il est autour de 14% ces 10 dernières années, avec des fluctuations plus ou moins importantes en fonction des années. Et c'est ce que vous pouvez voir également sur ces graphes, c'est-à-dire que par quelques années, voilà, on a moins de projets soumis. Parfois, il y a aussi des modifications de l'enveloppe budgétaire qui contribuent à voilà, générer ces taux d'élection qui sont variables, mais qui restent globalement particulièrement bas, surtout si vous comparez aux appels à projets dont on a parlé plus haut, PLBio et PHRC, pour lesquels, en général, les taux de sélection sont un peu plus élevés. Donc, si on cumule l'ensemble des 10 dernières années, ça représente quand même un volume important, puisqu'on est sur 1500 lettres d'intention évaluées, 186 projets financés et quasiment 100 millions d'euros cumulés sur ces 10 dernières années, ce qui est quand même significatif. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt du programme. Donc le calendrier des PRTK, il suit de très près celui des PHRC et d'un peu moins près celui des PL Bio. Donc, en général, on a une phase de dépôt des lettres d'intention qui court de l'été jusqu'au début de l'automne. Donc pour cette année-là, c'est le 8 octobre. Et comme l'a dit Manuel, effectivement, vous avez encore quelques semaines, 5 semaines pour être précis. Lorsque ces lettres d'intention sont déposées, s'ensuit une phase d'évaluation par un comité scientifique pendant l'automne. Et ensuite, lors du comité lettres d'intention, eh bien, le comité sélectionne les lettres d'intention qui vont devoir être transformées en projet complet. Et donc, il y a un retour qui se fait aux candidats et les candidats sont invités à rédiger un projet complet pendant la fin de l'hiver, pendant 2 mois. Et s'ensuit une deuxième phase d'évaluation, cette fois-ci des projets complets, qui a lieu au printemps, et un deuxième comité d'évaluation qui a lieu à la fin du printemps. Et les résultats sont donnés au début de l'été. Vous voyez que ça s'étale sur quasiment une année, l'ensemble de l'appel à projet, des processus de sélection. Donc, ce que vous voyez de votre côté est en bleu, le dépôt des LI, des résultats, et du côté vert, c'est ce qui se passe du côté des comités et de l'INCa. Voilà, c'est toujours ces deux facettes.
Donc, justement, pour parler de la sélection des propositions, je vais vous expliciter un peu plus comment ça se passe de l'autre côté du miroir. Donc, la sélection, elle se réalise via un comité d'évaluation scientifique. C'est un comité d'évaluation qui est entièrement dédié à l'appel à projet PRTK et qui est composé de chercheurs et de cliniciens qui proviennent de toute l'Europe. On compte à peu près entre 20 et 25 membres selon les années, qui proviennent de toutes spécialités confondues, donc voilà, différentes indications, différentes expertises au niveau technique, mais aussi au niveau des organes, par exemple. Et donc, dans ce comité-là, il n'y a pas de français, puisque justement, on veut éviter des conflits et des liens d'intérêt. Donc, c'est quand même une préoccupation constante qu'on a, c'est d'éviter ce genre de choses. Et donc, pour cela, d'une part, on ne prend pas de français, et d'autre part, on oblige les membres du comité à déclarer tout lien potentiel d'intérêt. Ça peut être une publication commune qui est récente, ça peut être une collaboration qui est encore active ou un compétiteur direct. À ce titre, les candidats ont aussi la possibilité de récuser des experts s'ils le souhaitent et s'ils pensent qu'effectivement c'est un compétiteur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça marche dans les deux sens. Il suffit de l'indiquer lors du dépôt des lettres d'intention. En phase projet complet, on fait appel également à des experts internationaux hein, qui ne participent pas au comité, qui sont uniquement là pour apporter un appui à l'évaluation en phase complète, et donc voilà, qui sont vraiment là pour ajuster au mieux l'évaluation des rapporteurs. Mais l'évaluation se fait par les rapporteurs du comité d'évaluation scientifique. Vous avez à droite dans la petite carte voilà, la provenance des différents membres de ce comité. Vous voyez que bon, ça vient effectivement des pays qui sont leaders en cancérologie, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas. C'est quand même assez varié. Voilà, à titre d'exemple, je vous présente ici le workflow, si j'ose dire, de l'édition précédente, avec tout en haut le nombre de lettres d'intention qui ont été soumises, et tout en bas les projets qui ont été sélectionnés. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, de la soumission des LI à la sélection des projets, il y a quand même une sélection qui est massive et importante. Et donc, à titre d'exemple, au niveau du comité LI, donc lettre d'intention, il y a à peu près 50% des lettres d'intention qui sont rejetées et donc 50% qui sont retenues. Et à la phase suivante d'évaluation des projets, vous avez, donc cette année, vous avez 40% des projets qui ont été acceptés, ce qui est plutôt élevé, mais les années, la plupart des années, c'est plutôt 30%. Donc c'est quand même une sélection qui est drastique dans ces deux comités-là. Donc, encore une fois, si jamais votre projet n'est pas retenu, il faut quand même avoir en tête cette forte sélectivité de cet appel à projet. Et pour finir sur l'évaluation, eh bien, l'évaluation par le comité se fait selon des critères qui sont définis dans le texte de l'appel à projet et qui composent une grille d'évaluation qui est transmise aux évaluateurs. Donc, dans cette grille, vous avez ces items-là. Donc, l'adéquation du projet avec les objectifs du programme, la qualité scientifique du projet, qualité des équipes, la rigueur méthodologique, la pertinence de la demande budgétaire et l'impact scientifique et clinique du projet. Ça, ce sont vraiment les critères clés qui sont évalués par les membres du comité. On va passer un peu plus de concret sur le montage des projets PRTK avec quelques éléments d'information qui, je l'espère, permettront d'améliorer votre proposition. Donc, la première chose à faire pour monter un projet PRTK, comme l'avait dit Emmanuel, c'est vraiment de définir la thématique et de savoir si votre thématique est éligible au PRTK. Étant donné que c'est de la recherche translationnelle, vous avez voilà, ces différentes possibilités qui sont offertes. Donc, ces 5 possibilités-là sont comprendre la biologie des cancers à partir des observations cliniques ou épidémiologiques, c'est le bed to bench, mais aussi
Vous avez ensuite un certain nombre d'items, donc l'aide à la décision thérapeutique, les nouvelles stratégies thérapeutiques, l'aide au dépistage, la détection précoce, pronostic, et amélioration de la prévention à travers l'épidémiologie moléculaire et les traitements préventifs, notamment les vaccins. Donc voilà, ce sont vraiment des grandes thématiques dans lesquelles votre projet doit pouvoir rentrer si il est éligible PRTK. Ça, c'est une liste un peu, comment dire, un peu simpliste. Vous avez le détail des différents items dans le texte de l'appel à projet, dans lequel vous verrez qu'il y a des exemples un peu plus détaillés sur ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas au PRTK. Donc, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez effectivement aller voir dans le texte de l'appel à projet pour avoir plus de précision sur ces items. Mais voilà, à titre informatif, c'est tout de même très rare d'avoir des projets qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Et la plupart des projets sont, voilà, sont éligibles lorsqu'ils sont soumis. Donc, quelque chose qui est spécifique du PRTK, ce sont ces trois éléments-là, dont il faut garder en tête les spécificités. Donc, la synergie clinique et recherche, c'est très important. Donc, vous devez montrer dans votre projet qu'il y a une réelle complémentarité entre les équipes qui font partie de votre consortium. Vous devez aussi vraiment présenter et montrer l'intérêt des résultats attendus en termes de transfert. Et enfin, vous devez aussi montrer une faisabilité qui est bonne pour votre projet, étant donné que ce sont des projets qui sont quand même assez courts, puisque normalement, vous avez le choix entre 3 et 4 ans en termes de durée de projet, ce qui est en gros la durée d'une thèse. Donc, c'est quand même très restreint et votre projet doit être suffisamment solide et les méthodes doivent être suffisamment étayées pour que votre projet puisse aboutir dans une durée aussi courte. Alors, la lettre d'intention, elle est en général assez courte, une dizaine de pages. Là, je vous ai mis les items principaux qui sont demandés dans cette lettre. Donc, c'est principalement la description du projet de recherche, avec là la possibilité d'insérer des figures si vous désirez, qui peuvent par exemple être des résultats préliminaires. Vous avez également 3 pages pour présenter la faisabilité du projet, et la découpe en termes de work package, méthode, etc. Et ici, vous pouvez insérer voilà, un diagramme de Gantt ou un tableau. Et ensuite, vous avez 1 à 2 pages pour la demande budgétaire. Donc là, c'est un budget prévisionnel qui peut être modifié par la suite si besoin. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Et vous avez la liste des équipes participantes. Alors, là, je le rappelle, mais en général, ce n'est pas trop problématique. Mais il faut quand même 2 équipes, une équipe hospitalière et une équipe recherche pour faire un PRTK. Vous ne pouvez pas être tout seul. Et vous avez la possibilité de répondre aux commentaires des reviewers si jamais vous resoumettez votre projet l'année d'après. Concernant le projet complet, donc c'est des dossiers qui sont plus substantiels. Là, on est au minimum à une trentaine de pages, voire plus. Et la majorité de ce dossier comprend la description plus détaillée du projet de recherche, avec là encore la possibilité d'insérer des figures. Vous avez aussi un peu plus de place pour présenter le management et la coordination du projet, avec là une justification qui est attendue sur le budget. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon, vous ne pouvez pas la justifier ailleurs. Vous avez également des données vis-à-vis des compétences et des expertises des différents leaders des équipes, donc à travers des CV courts. Et une demande budgétaire détaillée et une liste des équipes participantes qui est un peu plus détaillée, qui comprend le détail des personnels. Dans cette phase projet complet, vous avez aussi des annexes à joindre, donc les CV des responsables des équipes associées, comme on l'a dit. Vous avez aussi des engagements à faire signer, les engagements de responsables d'équipe et des organismes gestionnaires. Ça, il faut un petit peu anticiper cette donnée. Et également un budget qui peut être assez conséquent, donc un document budgétaire qui détaille pour le budget INCa et pour le budget des GOS la répartition des financements. Donc ça, pareil, ça demande quand même une certaine anticipation puisqu'ils sont, c'est quand même des documents qui peuvent prendre un certain temps à être reproduits. Alors, en termes de questions que vous devez vous poser, là aussi, c'est relativement applicable à la plupart des appels à projets en biologie et en clinique. Ils sont listés ici. Donc voilà, vous devez vraiment clairement avoir une hypothèse et un objectif dans votre projet. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, mais qui n'est pas forcément toujours bien compris.
mais c'est vraiment essentiel d'avoir une hypothèse de travail et de définir très clairement l'objectif du projet, à partir duquel découle l'ensemble du projet. Pour l'intérêt clinique potentiel, vous devez un peu apporter des précisions concernant la population cible. Pourquoi il est intéressant d'étudier cette population, ce groupe de patients, cette pathologie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire également. Ensuite, il faut quand même penser en termes d'organisation du projet, c'est-à-dire comment je vais organiser mon projet en différents work packages et d'avoir des work packages qui soient cohérents entre eux. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Après, il y a des considérations un peu plus méthodologiques. Donc, justifier que vous maîtrisez, vous ou des équipes associées, maîtrisent les méthodes qui sont employées. De montrer aussi la pertinence et la faisabilité des propositions expérimentales. Ça, c'est aussi une donnée importante. Montrer aussi, effectivement, la complémentarité des différentes équipes proposées. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les reviewers regardent. Il faut vraiment pouvoir justifier de votre consortium, de la composition de ce consortium. Et une fois que l'ensemble est réalisé, vous finissez effectivement par proposer un budget cohérent qui permette de monter l'ensemble de votre projet. Donc là, il n'y a pas de limite budgétaire particulière, mais voilà, le projet, le budget doit être en cohérence avec ce que vous proposez en termes d'expérience et de scope du projet plus généralement. Si je peux me permettre, Antoine, je voulais juste rajouter 2 petits points. Concernant l'hypothèse de travail et les objectifs du projet, il faut que ce soit aussi appuyé sur des résultats préliminaires, parce que contrairement à d'autres appels à projets que l'on lance, qui sont dits high risk, high gain, où là justement il n'est pas nécessaire d'avoir des résultats préliminaires, pour les projets PRTK, ils sont totalement nécessaires et ça doit appuyer votre hypothèse de travail et l'objectif, puisque souvent, au cours des comités d'évaluation, certains projets vont être rejetés parce que pas suffisamment appuyés sur des résultats préliminaires. Et juste effectivement, ensuite, insister vraiment sur la cohérence de ces work packages, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est souvent aussi assez mal apprécié quand les work packages n'ont pas de véritable lien les uns avec les autres, avec la limite aussi que quand des fois ils sont tellement liés que si le premier n'est pas réalisé, ça bloque les suivants. Donc là aussi, il faut pouvoir justifier que si problème lors du premier work package, vous avez des possibilités de contourner ou de travailler autrement. Donc ça, c'est des points sur lesquels les comités sont assez regardants. Voilà, pardon Antoine. Oui, alors, ça rejoint exactement ça. C'est ce qu'on vient d'évoquer là. Donc les points régulièrement relevés par les reviewers, c'est tout à fait ça. Donc on attire vraiment votre attention là-dessus, sur avoir des work packages cohérents, construire un projet qui a du sens. Voilà, mettre en synergie des équipes qui sont complémentaires. Ça, c'est extrêmement important, puisque vous voyez dans les commentaires, là, ce sont des citations prises des reviewers. Vous avez des commentaires de type projet non structuré, mal écrit. Bon, ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui est un peu, qui peut arriver aussi. Donc, n'hésitez pas à faire relire votre projet par des collègues si nécessaire, parce qu'il y a c'est encore des commentaires qu'on voit de temps en temps. Là, l'articulation des work packages n'est pas forcément bonne. Ça, c'est très important. Également, dans ce que je disais tout à l'heure sur l'objectif, ça arrive aussi fréquemment que l'objectif ne soit pas très clairement défini, que ce soit très générique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de régulièrement relevé par les reviewers, notamment les phishing expeditions. Là, c'est vraiment littéralement aller à la pêche. C'est quand vous proposez par une méthode, par exemple omique, d'identifier quelque chose d'important. Proposer d'utiliser la nouvelle machine pour avoir quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, ni comment. Donc, il faut vraiment avoir des hypothèses claires en amont. Et c'est tout à fait faisable d'utiliser des technologies NGS ou des approches Big Data, etc. Il faut vraiment avoir en amont une justification claire de votre objectif et être préparé justement à avoir des résultats particuliers.
Pareil, pour ne pas justifier l'intérêt du projet, ça c'est des choses qui arrivent aussi parfois. Typiquement, c'est des applications dans lesquelles on n'a pas de justification de l'intérêt clinique. Voilà, soit c'est trop fondamental et la personne ne prend pas la peine d'expliquer en quoi son projet va aider à, voilà, va pouvoir être transféré au patient à un moment ou à un autre. Ça, c'est des choses qui arrivent. Aussi, des projets qui sont déjà publiés, ça, c'est des choses qui arrivent parfois. Bon, c'est assez rare, heureusement. Les lacunes méthodologiques, bon, ça, c'est très, très fréquent, hein. On a beaucoup ce genre de choses. Donc, vraiment, faites appel à des. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça, n'hésitez pas à faire appel à des collègues qui sont peut-être plus à l'aise avec ça pour déterminer la taille des échantillons requis, voilà, pour savoir si votre étude est suffisamment statistiquement significative. Voilà, je peux faire des études avant de proposer des tailles d'échantillons, faites des études statistiques pour déterminer la taille des échantillons. Voilà, c'est le genre de choses qui sont vraiment importantes, même pour des études précliniques sur des souris, ce genre de choses. Il faut quand même justifier de sa méthodologie. Et enfin, la faisabilité, c'est quelque chose aussi qui arrive régulièrement. Euh, si vous ne montrez pas comment dire, d'expérience dans une technologie, bah, voilà, c'est quand même assez difficile de démontrer la faisabilité. Si vous n'avez pas, associez-vous à une équipe qui l'a, hein, parce que c'est justement le but du PRTK, c'est vraiment d'avoir des synergies entre les équipes. Et les preliminary data, alors ça, c'est aussi quelque chose c'est vraiment là une des choses qui sont les plus souvent relevées, c'est-à-dire que les projets font vraiment l'impasse sur les données préliminaires et il n'y en a aucune. Donc, c'est très compliqué pour un reviewer d'estimer la faisabilité du projet si vous n'avez absolument pas d'expérience voilà, qui montre au moins que vous savez mettre en place les techniques, ne serait-ce que sur un point de vue technique, voilà, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, si vous n'avez aucune donnée préliminaire, ça peut être quand même un petit peu disqualifiant par rapport à d'autres projets qui en présenteraient. Donc, je vous invite quand même à faire à avoir tout de même un minimum de résultats auparavant. Pour vous montrer quelques exemples de projets qu'on a financés par le passé, là récemment, euh, c'est assez large, hein, parce que là, j'en ai mis 5 qui sont tous les 5 assez différents. Donc, il y en a un qui porte plutôt sur la médecine nucléaire avec de la protonthérapie flash. Il y en a un deuxième qui porte plutôt sur l'épidémiologie moléculaire avec des estimations de risque de cancer chez des personnes atteintes de mutation BRCA1 ou 2. Il y a aussi beaucoup d'études sur le micro-environnement qui commencent à sortir avec des analyses spatiales, des analyses NGS du micro-environnement tumoral. Ça, c'est aussi assez fréquent. Il y a voilà, il y a d'autres types de projets, notamment sur les mécanismes de résistance. Ça, c'est vraiment aussi assez courant au PRTK. Et on a aussi, alors de plus en plus maintenant, puisque avec l'évolution de l'IA, c'est des choses qui sont de plus en plus courantes, c'est l'utilisation de l'IA pour améliorer la médecine de précision dans certains types de tumeurs, par exemple. C'est des choses qui sont assez courantes. Alors, en termes de budget, je voulais juste vous montrer voilà, une petite slide qui vous permet d'estimer un petit peu les montants nécessaires pour ce genre de projet. Donc, vous voyez sur le graphe de gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais alors, sur le graphe de gauche, vous avez les budgets 1K et des GOS. Le budget des GOS est en haut, celui de 1K est en vert à droite. Et au milieu, vous avez la conjonction des deux. Donc, les projets sont classés dans cette heatmap en fonction de leur budget des GOS et 1K. Et ce que vous voyez, c'est que effectivement, la plupart des projets ont un budget 1K supérieur à celui des GOS, qui sont au-dessus de cette droite-là, pour lesquels normalement les projets ont le même budget 1K des GOS. Donc la plupart du temps, le budget 1K est supérieur à celui de la DGOS, mais vous avez tout à fait des cas un peu plus particuliers, hein. Tout à fait possible de demander plus d'argent à la DGOS ou à l'INCA. Ça n'influe pas vraiment sur la compétitivité du projet. Et en termes de chiffres, voilà, on se trouve plutôt à ce qui est représenté dans ce tableau-là, c'est-à-dire que on a à peu près un tiers du budget en général qui est du budget DGOS et 2 tiers qui est du budget 1K. Donc en termes de chiffres, ça représente pour l'année 2024 un budget DGOS de 240K en moyenne pour les projets et un budget de 370K en moyenne pour les budgets 1K.
À noter aussi une hausse quand même conséquente des budgets des JOS demandés depuis 2 ans. Donc voilà, ça, on n'a pas forcément d'explication, mais c'est quelque chose que l'on trouve là récemment. Donc voilà, c'est des évolutions qui sont à suivre au niveau du PRTK. Enfin, voilà, sur la typologie des projets que l'on a, et là en particulier, en fait, en regardant l'ensemble des lettres d'intention qui sont évaluées, sur l'ensemble des lettres d'intention ces 3 dernières années, voilà, 2022, 23 et 24, vous voyez que c'est toutes localisations hein, qui sont représentées, avec encore une fois en majorité, là on a pas mal de projets qui s'intéressent au cancer du sein, mais on a aussi un grand nombre sur les cancers digestifs, cancer du poumon et leucémie. C'est quand même assez varié. Et en termes de ville d'origine de l'investigateur principal, alors c'est peut-être aussi assez intéressant, vous voyez que, sans surprise, la majorité viennent de la région parisienne, là en l'occurrence de Paris. Il y en a aussi un certain nombre qui proviennent voilà, de Lyon, qui est quand même assez bien représenté. Puis ensuite, vous avez Villejuif, qui correspond principalement à Gustave Roussy, et ensuite Marseille, Toulouse, et puis d'autres villes un peu moins représentées. Je ne l'ai pas mis sur ce graphique-là, mais effectivement, la proportion de projets financés n'est pas foncièrement plus grande entre Paris et certaines autres villes. Il n'y a pas un énorme favoritisme non plus. Alors là, c'est peut-être pas forcément très clair. Mais il n'y a pas une énorme distorsion là, en termes de sélectivité en fonction de la ville du coordinateur. Et donc, je vais finir par juste rappeler, une fois que vous avez votre projet, comment se met en place le financement et le suivi. Ça pourra intéresser celles et ceux qui ont déjà des projets en place. Donc, lorsque votre projet est sélectionné, vous avez une notification et une convention est mise à signature entre votre organisme gestionnaire et l'INCa. Donc, à signature de cette convention, vous avez le premier versement, et ensuite, ce versement intervient tous les ans jusqu'à la fin du projet, en 4 fois. Ça, c'est ce concernant le suivi budgétaire, si j'ose dire. Pour le suivi scientifique, on a 3 rapports qui sont à 6 mois, 18 mois, et un rapport final qui est demandé à l'investigateur du projet. Et donc, ces rapports permettent voilà, d'estimer l'avancement du projet et de voir notamment s'il n'y a pas comment dire, des obstacles qui se mettent sur le bon déroulement du projet. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Vous ayez besoin d'une petite rallonge, ça peut arriver, notamment là en termes de, comment dire, de Covid. Il y a eu pas mal de demandes hein, là-dessus. Donc, c'est un suivi qui est relativement comment dire, simple. S'ajoute à ça le suivi des JOS qui est peut-être un peu plus complexe. Donc, comme vous avez ces 2 budgets-là, il doit y avoir effectivement deux types de versements. Alors, le versement des JOS se réalise par les fameuses tranches qui sont déléguées dans les circulaires qui sont publiées par le ministère de la Santé. Alors, c'est peut-être un peu du chinois, mais si vous avez l'habitude des PHRC, par exemple, c'est vraiment comme ça que les budgets sont délégués. Ils sont délégués directement aux établissements hospitaliers. C'est vraiment un mécanisme différent comparé à ce que fait l'INCa. Alors, c'est un mécanisme qui met en jeu des jalons. Alors, voilà. Les jalons, ils sont indiqués ici. Donc, c'est l'obtention des autorisations, la réalisation des tâches, 50% ou 100%, et la publication du manuscrit. Et donc, lorsque ce jalon est publié, l'INCa informe la DGOS et la DGOS procède à la délégation de la tranche qui correspond à ce jalon. La plupart du temps, comment dire, le rapport à 6 mois permet en général de débloquer la tranche numéro 2. Le rapport à 18 mois, en général, aussi permet de débloquer cette tranche 3. Et le rapport final permet de débloquer en général la tranche 4. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, si jamais vous n'avez pas atteint la tranche correspondante, vous avez la possibilité de transmettre un rapport complémentaire à l'INCa qui va permettre de justifier de la complétion de la tranche. Et enfin, il y a cette tranche 5 qui intervient lors de la publication du manuscrit
Et alors là, comme en général, ça intervient pas mal de temps après la fin du projet, il faut en informer l'INCa par mail ou autrement et joindre le manuscrit pour permettre le débloquement de cette tranche numéro 5. Donc voilà, c'est un peu un mécanisme un peu compliqué, mais j'espère que c'est peut-être un peu plus clair avec ce schéma. Et donc, voilà, je suis un petit peu débordé sur le temps requis, mais voilà, on est tout à fait disponible pour toute question voilà, avec Sophie au sujet du PRTK ou à d'autres sujets. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention et bah, la parole est ouverte à l'ensemble des auditeurs. Merci beaucoup. Euh, Là, je vois une des questions, par exemple. Alors, vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question en direct. Ah bah tiens, allons-y. Monsieur Boucher. Bonjour, merci de me donner la parole et bonjour à Sophie en particulier, ancienne collègue à l'INCa, et bonjour Bonjour. Antoine. Merci beaucoup pour cette présentation, très belle présentation. Donc, je suis passé de l'autre côté du miroir puisque j'étais à la place d'Antoine il y a quelques années. Et je voulais savoir en particulier, donc, en tant que candidateur, pour contribuer à monter des dossiers de candidature et à suivre ces dossiers, il y a des choses qui seraient peut-être intéressantes d'améliorer, mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Notamment, la communication avec la DGOS n'est pas toujours évidente puisque c'est en charge de l'INCa. Et la suivi des délégations des tranches budgétaires n'est pas toujours évidente à suivre au moyen des circulaires budgétaires, certes, mais la validation de la part de la DGOS n'est pas retranscrite d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est compliqué pour nos comptables qui veulent faire un suivi exhaustif des budgets. On a quelquefois un retard, comme vous le savez, je ne sais pas s'il y a des améliorations, mais d'un an, voire 2 ans pour certaines tranches budgétaires. Bon, voilà, ça c'est une première question, savoir si avec la DGOS, ils ont un peu plus de disponibilité pour travailler avec vous sur ce sujet. Et enfin, pour le dossier de candidature, il y a un point qui m'est apparu en tant que candidat, euh, très qu'on pouvait améliorer, c'est la grille budgétaire. Il y a des onglets dédiés à la DGOS, pour le budget des DGOS, et des onglets dédiés au budget des 1K. Il n'y a pas de lien de report des montants ainsi que les libellés qui peuvent différer d'un onglet à un autre. Et du coup, c'est un fichier qui est complexe à renseigner en l'état. Je pense que si quelqu'un s'y connaît bien en Excel, il pourrait revoir ça et harmoniser un petit peu les choses. Mais ça, c'est aussi avec la bonne volonté des collègues de la DGOS qui sont très occupés. Voilà mes deux remarques. En tout cas, ravi de vous apercevoir comme ça. Bien, merci Pascal. Éventuellement, Sophie, n'hésite pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Oui, sur la délégation des tranches avec la DGOS, c'est effectivement complexe. Disons que l'information se fait encore par mail, donc c'est pas forcément très, comment dire, c'est pas forcément très clair pour nous. Le processus interne, une fois que la cas a validé une tranche, en fait, voilà, le mail est envoyé à la DGOS et ensuite comment dire, la procédure interne à la DGOS n'est pas très claire pour nous et on a malheureusement aussi assez peu de visibilité sur les circulaires aussi. Donc ça, on ne sait pas forcément comment ça se déroule et à ce niveau-là, bon, ça évolue doucement puisque je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, il y a un outil qui doit se mettre en place. Alors, je ne sais pas exactement à quel horizon, mais initialement, c'était fin 2024. Maintenant, je crois qu'on est à 2025. Outil qui s'appelle Cyrano, qui devrait permettre de gérer de manière un peu plus fluide les demandes de tranches budgétaires avec la DGOS, ce qui inclut notamment le PRTK. Alors là-dessus, malheureusement, on n'a pas vraiment d'éléments avec Sophie à vous apporter, puisque je crois qu'à ce stade-là, alors peut-être que des personnes dans l'auditoire ont plus d'informations là-dessus, puisqu'il me semble qu'il y a eu des tests réalisés avec certaines DRC. Mais voilà, nous, on n'a pas forcément plus d'informations là-dessus, mais on sait que c'est un outil qui sera mis en place
par la DGOS pour faciliter le suivi. Et pour le Merci. suivi, tout à fait, pour la grille budgétaire, bah, je prends note, et pas de problème. On est bien conscient de la complexité de ce dossier-là à remplir, et des erreurs sont aussi très, très faciles, étant donné la complexité de ces lignes. Donc, je prends note et on essaye essaiera de s'y atteler avec Sophie pour faciliter le travail des chercheurs. Concernant le budget, donc là, il y avait une question sur l'équilibre entre le budget des GOS et 1K. Vous aviez montré qu'il y a à peu près 2 tiers, 1 tiers, qui est le ratio moyen, on peut se décaler un petit peu en fonction du projet. Donc là-dessus, vous avez répondu à la question. Je suis un peu confus. J'étais peut-être pas assez concentré sur les dates. Je me rappelle au début où on voyait que le budget avait diminué l'année dernière, ce qui expliquait justement ce taux de sélection assez serré. Et en même temps, dans cette même diapo, vous parliez de rapport 2 tiers, 1 tiers, vous montriez qu'il y avait justement, les budgets avaient augmenté un petit peu pour l'INCA et beaucoup pour la DGOS, mais j'ai peut-être confondu. En gros, la question, c'est comment ça se présente cette année en termes de budget? Ça n'a pas été, effectivement, c'est une bonne question. Ça n'a pas été forcément très clair dans cette présentation-là, mais globalement, le budget des GOS qui est alloué au programme PRTK suit une enveloppe de 3 millions d'euros à peu près. Donc ça, elle reste constante au cours du temps. Et donc, avec cette enveloppe de 3 millions d'euros, l'INCA met en regard, en général, c'est effectivement au minimum 5 à 6 millions d'euros selon les années. Donc, c'est vraiment dimensionné selon les budgets proposés. Sauf qu'effectivement, comme cette enveloppe est fixe de 3 millions d'euros, comment dire, lorsque les projets sélectionnés ont des très forts budgets des GOS, cette enveloppe-là est parfois consommée un peu plus rapidement. Et donc, comme il n'y a pas de fongibilité entre les deux budgets, donc on n'a pas la possibilité de financer sur le budget 1K des budgets des GOS, eh bien, ça peut réduire le budget total puisqu'on doit s'arrêter dès que l'enveloppe des GOS est consommée. Donc là, pour l'année dernière, comme vous l'avez dit, ça a été le cas et donc il y a eu assez peu de projets sélectionnés à cause de cette enveloppe un peu fixe. Voilà. Et l'augmentation, en fait, c'est l'augmentation des demandes budgétaires des projets, en fait. D'accord. C'était deux notions différentes. D'accord, pardon. Non. Il y avait encore des questions autour du budget, en fait. Bizarrement, c'est une question, ce sont des questions qui sont assez récurrentes. Y a-t-il une répartition type entre équipes, entre work package? C'est-à-dire, en gros, si je comprends bien, si on a 3 work packages, est-ce que les 3 doivent être équilibrés? Et si entre les équipes, est-ce qu'il faut que ce soit absolument équilibré? Inclusion clinique de patients versus travaux de recherche. Est-ce que vous couvrez justement dans le budget des GOS, a priori, de l'inclusion clinique de patients pour des cohortes, pour des essais cliniques, on l'entend, mais pour constituer une cohorte, peut-être? Alors, sur comment dire, la répartition budgétaire en fonction des équipes, il n'y a pas de règle fixe. C'est en fonction des projets. Donc, pour certains projets, vous avez des équipes associées qui sont très spécifiques, qui vont vraiment une expertise pointue sur un domaine et qui vont réellement faire cette petite tâche. Ils ont peut-être 5 à 10% du budget, c'est tout à fait envisageable. Il n'y a pas de règle précise, mais encore une fois, il faut que ça soit cohérent avec ce qui est demandé à l'équipe. Donc, si l'équipe est impliquée dans tous les work packages et au final se retrouve avec 3 francs 6 sous, bon, c'est pas très cohérent. Donc ça, c'est quelque chose qui est regardé par les reviewers, mais non, il n'y a pas de répartition type. Pareil pour la répartition des GOS5K, hein, c'est vraiment la libre appréciation des porteurs de projets. Et votre dernière question portait sur... Il était noté inclusion clinique de patients versus travaux de recherche. Donc j'imagine que c'était pour des cohortes clinico-biologiques. Alors, pour réaliser, en fait, pour le financement d'essais cliniques, on ne rentre pas dans le cadre du PRTK, à l'exception des essais dits de phase 0. Voilà, c'est une situation un petit peu particulière, mais bon, on ne peut pas vraiment appeler ça une cohorte au sens clair. Mais sinon, le PRTK ne finance pas des inclusions de patients directement. Ça, c'est vraiment le PHRC, un projet qui doit être éligible au PHRC. Concernant comment dire, le rapatriement d'échantillons, le technicage d'échantillons, ce genre de choses, c'est tout à fait possible de le faire financer.
Éventuellement même des prestataires peuvent être inclus parfois selon les projets. Mettons que vous avez des échantillons qui proviennent d'un centre international, bah, vous pouvez faire rapatrier ces échantillons, ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais les équipes qui ne sont pas françaises alors, elles peuvent être associées au projet, elles ne sont pas éligibles au financement. Donc, c'était peut-être pas forcément clair, mais ça peut arriver parfois qu'on ait des projets pour lesquels il y a une équipe étrangère. Donc, elle peut participer au projet, mais elle ne peut pas être financée à travers le PRTK. Ça répond à une autre question, justement, effectivement. Donc, Ouais. c'est ouvert au pays d'Afrique, mais pas comme coordinateur, mais peut-être comme équipe associée aussi. C'est ça. Et là, je reviens sur les questions de faisabilité. Une constitution de cohorte, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut toujours, par rapport à ce délai fixé, et souvent c'est le cas, parfois c'est difficile d'obtenir les accords pour démarrer un essai clinique ou etc. Donc si après, pour inclure les patients, vous mettez 2 ans à 3 ans, donc pour récupérer les échantillons sur lesquels, en général, effectivement, les études se font dans le cadre du PRTK, il va y avoir un décalage. Et même souvent, si le projet est sélectionné, quand il y a vraiment des retards comme ça très conséquents, vous allez avoir les premiers versements du budget, mais si rien ne bouge, à terme, vous serez obligé de les rendre. Donc, voilà, il faut être attentif aussi en termes de faisabilité, si vous constituez une cohorte, que ce soit dans un délai qui permet le travail dans le cadre de votre projet. Et alors, peut-être justement en lien avec ça, est-ce que le fait si on a obtenu un PL bio ou un PHRCK, donc pendant le PHRCK, on a accumulé des échantillons, pendant le PL bio, on a accumulé de la science fondamentale, est-ce que ça donne un avantage justement pour derrière avoir un PRTK en disant, bah, vous avez financé le fondat, maintenant j'arrive en transla, et demain la recherche clinique? Est-ce que Alors, c'est le cas idéal, hein, ça c'est le cas idéal. Dans les faits, on est bien conscient que c'est pas souvent comme ça que ça fonctionne, hein. La plupart des équipes qui postulent au PRTK sont vraiment, comment dire, ont vraiment une spécificité en recherche translationnelle. Mais ça peut arriver, hein, vous avez raison. Il y a des équipes parfois qui postulent au PL Bio une année et qui, quelques années plus tard, souhaitent transférer un petit peu les connaissances à la clinique. Et dans ce cas-là, ça peut arriver. Ce genre L'inverse de est également vrai, hein. Pour ce genre de PHRC, proposition pour pouvoir le faire. Si vous avez obtenu un PL bio, vous avez obtenu des résultats, ça, vous pouvez les valoriser justement comme résultats préliminaires à d'autres questions plus transférables, comme effectivement dit Antoine. Mais ça va pas. Alors après, c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans le CV et donc de la personne. Et donc, ça peut être un élément aussi jugé positivement quant à la qualité de la personne candidate. Mais il n'y a pas un avantage. Enfin, je veux dire, on ne regarde pas qui a obtenu quoi, ça fait partie d'un tout et c'est inscrit dans le CV. Et puis voilà. dans la question pour récuser un expert, vous avez dit que vous pouvez récuser un expert, est-ce qu'on peut récuser un expert de la liste du comité d'évaluation? Est-ce qu'on peut avoir la liste au moment de la soumission, je présume, pour pouvoir le faire? alors non, je crois que la liste, si je suis à jour, la liste du comité, elle est publiée Ouais. lors de la publication des résultats, donc à la fin du processus. Par contre, vous avez accès, bien évidemment, à la liste des années précédentes, toutes les listes des années précédentes. Vous pouvez récuser, en général, voilà, les personnes siègent pendant 3 ans dans ce comité-là, et ensuite, ils sont renouvelés. Donc, c'est jamais les mêmes pendant très très longtemps non plus. Mais vous n'avez pas accès à cette liste en amont, hein, quand même. Mais il y a aussi des turnovers, donc c'est pas sensu stricto le même comité Ouais, tous les ouais. ans. Et puis d'abord, ça dépend puis, voilà, des sujets qu'on peut avoir. Enfin, Euh, il y avait une question autour de pouvez-vous préciser les critères précis d'évaluation des équipes? Nombre de publications, revues, impact factor? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis ou est-ce que c'est justement l'appréciation du reviewer qualitativement? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est plutôt à l'appréciation du reviewer et en fonction effectivement du reviewer, chacun de ces critères-là aura plus ou moins d'impact. Alors, on leur demande en fait, il y a vraiment une liste, comment dire, un peu plus détaillée. On leur demande voilà, de noter chaque critère. Donc, effectivement, la liste l'impact des publications, la liste des publications, comment dire, la qualité de l'équipe, ce genre de choses. Mais au final, on se rend compte que c'est une appréciation globale, hein.
Donc, même ils font comment dire, une notation très précise, la plupart du temps, en fait, ils ont une impression globale de la qualité des équipes. Et pour être tout à fait honnête, la plupart du temps, c'est pas vraiment un critère déterminant dans l'évaluation. Alors, sauf dans le cas, comme je l'ai rappelé dans la présentation, où vous n'avez pas du tout vous montrez pas d'expertise dans ce pourquoi on vous associe à un projet. Ça, voilà, ça peut arriver. Mais si vous avez assez peu de publications, par exemple, je pense aux chercheurs juniors, ça peut être relevé, mais c'est jamais comment dire, c'est jamais non plus c'est pas rédhibitoire. Ça arrive. On a quand même des exemples de projets PRTK qui sont accordés à des chercheurs un peu plus juniors, quoi. Donc, c'est pas, je pense que c'est moins un critère discriminant comparé à d'autres appels à projets. Pour répondre à la question, quelqu'un qui ne trouve pas les résultats du dernier PRTK, si, ils sont en ligne, les résultats du PRTK l'année dernière. Vous pouvez les chercher, vous aurez la liste aussi des évaluateurs. Et il y avait une autre question, je pense qu'on arrive sur la dernière question, une autre question qui était technique dans l'aide d'intention. Est-ce qu'il faut lister parmi les équipes tous les centres investigateurs pour les inclusions des patients lorsque c'était une étude multicentrique? Donc j'imagine qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut analyser les échantillons d'une étude multicentrique avec 15 centres, qui se demande s'il faut inclure les 15 centres, ou si on met juste le coordinateur de l'essai clinique comme étant une équipe qui va fournir l'échantillon. Peut-être que Sophie, tu as eu plus d'exemples de ce type-là. Moi, je pense que c'est ça, en fait. J'avoue que non. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas lister tout le monde. Si l'essai a commencé, donc il faut indiquer le numéro. Enfin, voilà, c'est par rapport à ces précisions-là. Mais ça, on peut quand même regarder parce que moi, je n'ai pas une réponse très précise. Antoine, on peut regarder et puis faire réponse. Ça, classiquement, on met l'investigateur coordinateur de l'essai clinique. Mais oui. Dans une équipe, c'est lui ou elle, c'est sa biobanque, en fait. Bah, en fait, c'est ça. surtout le coordinateur de la biobanque parce que c'est lui ou elle qui va envoyer les échantillons aux équipes de recherche. On ne va pas lister chaque investigateur qu'on salue et qu'on remercie, mais qui ne sont pas. Bah, c'est ça, voilà. Il y a pas un une barre de espace budget. dans le projet, vous devez, en plus, c'est pire que ça, vous devez lister le responsable de la biobanque si jamais votre projet est adossé à une biobanque. Ça, vous devez le faire de toute façon. Je suppose que ça répond un peu à la question, en fait. Eh bien, je crois qu'on avait fait le tour des questions. S'il y a une question urgente, vous pouvez lever la main ou envoyer un message en disant stop, 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 j'ai une question. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion intéressante. Vous aurez droit au replay sur YouTube s'il y a des questions, des choses qui sont passées trop vite, des moments où vous étiez un petit peu moins concentré, comme ça a pu m'arriver effectivement sur ma question. Mais donc, regardez ça tranquillement. Oui, voilà. Donc, vous aurez accès aux diapos, vous aurez accès aux vidéos dans quelques jours. Ça sera sur notre chaîne YouTube et tous ceux qui sont inscrits recevront directement le lien sur votre boîte mail. Encore une fois, je vous remercie, Mme Noricous et M. Vallot, d'avoir accepté de présenter comme ça au débeauté le PRTK. C'est très clair. J'espère qu'on fera aussi bien pour le PHC, pour les PHRC dans quelques mois. Je vous rappelle, inscrivez-vous à la SFC, devenez adhérent, vous recevrez toutes les annonces. Il n'y a pas que des webinars, il y a plein d'autres choses que l'on fait, plein de formations que l'on fait. D'ailleurs, il y a une formation à la recherche transactionnelle aussi pour les jeunes médecins qu'on fait. Et je vous rappelle le webinar du 10 septembre sur la thématique de l'épidémiologie des cancers, l'incidence des cancers avec Catherine Hill, toujours sur la SFC. Merci le 10 septembre. 10 septembre. Voilà. Et merci bonne beaucoup. soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.